Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. C'est très intéressant psychologiquement. Moi, je travaille beaucoup maintenant sur l'histoire des émotions. Pourquoi Latapi a crypté les passages de son récit ? Bien sûr, il voulait cacher des choses. Mais la cryptographie n'était pas quantique, ni à l'époque, ni dans ses intentions. Et donc, évidemment, il avait la perspective et l'idée que quelqu'un, sans doute, parviendrait à traduire ses émotions, ses impressions et parviendrait à en tirer quelque chose. Il avait, je pense, un message à faire passer. Ouais, comme Victor Hugo qui écrivait en espagnol pensant que c'était crypté. Évidemment, c'est assez facile à traduire. Alors, qu'est-ce qu'il racontait ? Alors, ce qu'il raconte, en fait, c'est une expérience très, très douloureuse. C'est-à-dire qu'il raconte, on découvre en lisant ces passages que son voyage n'est pas simplement un voyage de la raison, mais c'est un voyage des émotions et que c'est en fait son voyage une sorte d'exil émotionnel. En fait, Latapi, peut-être qu'il faut, pour comprendre les choses, que je revienne un petit peu sur d'où il vient. C'est le fils d'un notaire, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans la société d'Ancien Régime, est pas au plus bas, mais pas non plus au plus haut, ne fait pas partie des classes privilégiées, même pas la petite bourgeoisie, mais disons que c'est le fils d'un notaire qui... c'est pas n'importe quel notaire, car ce notaire, c'est le notaire de Montesquieu. C'est ça, en fait, au départ, hein, le lien très très fort. Et donc, Latapi est, si vous voulez, l'aîné d'une fratrie très nombreuse. Et sans qu'on se l'explique d'ailleurs de manière très 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 claire, Pierre Latapi confie son fils aîné à Montesquieu, l'éducation de son fils aîné à Montesquieu. Et donc Latapi va grandir au château de la Brède, dans sa bibliothèque, dans ses jardins, et donc acquérir une éducation beaucoup plus ample, beaucoup plus littéraire et scientifique à la fois que celle qui aurait pu lui être donnée sous le toit familial. Et il va nourrir à cette époque, vis-à-vis de son père biologique, une forme de... on pourrait dire presque de haine, en tout cas il va se trouver en Montesquieu une sorte de père de substitution, de père putatif. Latapi, c'est vraiment une sorte de transfuge de classe du XVIIIe siècle. C'est un enfant des Lumières, c'est quelqu'un qui est élevé par le clan Montesquieu qui, à la lumière de cette autre éducation, va trouver à nourrir son goût extraordinaire pour la liberté. C'est quelqu'un qui est en quête de liberté. Il le dit dans un extrait de ses éphémérides, chacun est dominé par ses goûts, le mien est la liberté extrême, je veux toujours pouvoir me dire je verrai ceci, j'irai là si je veux. Et donc grâce à la fréquentation des Montesquieu, Latapi va se voir ouvrir d'autres mondes. Et en particulier, alors Montesquieu meurt en 1755, Latapi n'a que 15 ans, mais il va devenir le secrétaire du fils de Montesquieu et le précepteur du petit-fils de Montesquieu, donc il reste très lié à la famille Montesquieu, et la famille Montesquieu lui ouvre les portes de cette ville promise qui est à l'époque, qui est au XVIIIe siècle, Paris. Après des études de médecine à Bordeaux, Latapi se rend dans les années 1760 à Paris, il fréquente ce triangle d'or des Lumières qui a pour pointe le Louvre, la place Royale, et puis, ce qu'on appelle aujourd'hui les Champs-Élysées, il fréquente les académies, il fréquente les salons, il fréquente les cours publics de Jussieu au Jardin du Roi, les cours de chimie de Rouelle. Donc, il acquiert une éducation véritablement à la croisée des lettres et des sciences, qui est une éducation typique de l'homme des Lumières. Et en même temps, il a des ressources économiques qui sont trop faibles pour lui permettre de voyager comme il l'aimerait. Donc, il se fait précepteur. Et il se fait précepteur d'une riche famille qui est la famille des Langeron. Et c'est au sein de cette famille qu'il rencontre une jeune fille, Aglaé Langeron, dont il tombe éperdument amoureux. Et l'histoire qu'il raconte, pour en venir à la question sur l'alphabet crypté, c'est l'histoire d'une aventure amoureuse, d'une aventure sentimentale qui finit mal, et qui est en fait exactement la même, ça m'a beaucoup frappé, que celle que Rousseau raconte dans La Nouvelle Héloïse. C'est-à-dire, La Nouvelle Héloïse, c'est Julie qui tombe amoureuse de son précepteur, Julie d'Étanges, qui tombe amoureuse de son précepteur, Saint-Preux, mais qui en fait ne peut pas... accomplir jusqu'au bout cette histoire d'amour, car Saint-Preux n'est pas d'une ascendance suffisamment noble pour elle. Et donc Latapi subit une forme de trahison qui est préparée par la famille des Langeron. Et là, il est totalement désespéré, car il était réellement amoureux de cette Aglaé de Langeron. Il songe à mettre fin à ses jours, et puis il se dit... peut-être que le voyage va me guérir. Et donc le voyage, c'est cette longue guérison qui lui permet d'oublier cette
disons, cette honte matricielle, qui est à la fois la honte des origines sociales et la désillusion amoureuse. Et donc, le voyage, c'est pour lui une quête de liberté. Et c'est ça qu'il raconte en partie dans son Alphabet crypté. C'est absolument extraordinaire. C'est vrai que vous en parlez dans votre superbe livre. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Voyager en Europe au temps des Lumières, chez Talandier. Vous avez eu un prix, le prix du Château de Versailles, d'ailleurs, en 2024 de l'année dernière. Alors justement, c'est quoi ces voyages? Parce qu'en fait, il s'inscrit dans une espèce de grand mouvement. J'ai déjà eu l'occasion de raconter l'histoire du tourisme, qui est très très longue finalement. Mais c'est quoi ces grands mouvements qui viennent d'Europe? On a l'impression que c'est quelque chose de quasi obligatoire. Il faut avoir fait son voyage, il faut être parti. Alors, le voyage au XVIIIe siècle est quelque chose, oui, de très important. Je dirais que voyager au XVIIIe siècle, c'est... j'ai commencé par les sens et les émotions, et c'est quelque chose de très fort, mais c'est aussi quelque chose de très sérieux dans le beau sens du mot. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui permet de se nourrir soi, de s'améliorer soi, mais aussi de comprendre le monde et de rendre la société plus heureuse. Rien que ça. Donc on est bien loin, évidemment, du voyage qui est une forme de fausse rupture, comme le dirait Deleuze aujourd'hui, c'est-à-dire d'illusion que l'on rompt avec un train-train quotidien que l'on va reprendre. Mais le voyage, ça peut transformer une vie, ça peut transformer le monde. Alors, ça commence pas au XVIIIe siècle, tout ça. Hein. Ça commence évidemment bien avant. On a une tradition du voyage qui s'inscrit dans la mouvance du pèlerinage au Moyen-Âge. On a aussi ce qu'on appelle la peregrinatio academica, qui poussait des maîtres et des étudiants depuis le Moyen-Âge à aller d'université en université. Et puis on a, au XVIe siècle, si on prend un peu une chronologie des choses, ce que l'on a appelé rétrospectivement le Grand Tour. Alors le Grand Tour, c'est cette tradition qui poussait des jeunes nobles à compléter une formation qu'ils avaient reçue dans leur famille ou auprès de précepteurs, ce qu'était justement la tapis, disons, découvrant le monde. Ce Grand Tour était réservé à des couches privilégiées, hein, essentiellement à des catégories, des familles nobles, pas seulement des Anglais d'ailleurs, hein, ils se diversifient au XVIIe siècle dans beaucoup de familles européennes, et donc le jeune noble est censé parcourir l'Europe, aller en particulier en Italie en direction de cette terre qui est le berceau de ces auteurs classiques qu'il a si bien lus, hein, dans les collèges ou auprès de ses précepteurs, complétant ainsi par une découverte du monde sa connaissance livresque. Mais ce grand tour, je dirais, aristocratique, il se transforme considérablement au XVIIIe siècle et surtout, finalement, il en vient même à être honni par un certain nombre de voyageurs qui considèrent que voyager, c'est pas simplement cultiver l'entre-soi aristocratique, voyager, c'est aller vers l'autre. Voyager, c'est, comme le dit le chevalier de Jaucourt dans son article de l'Encyclopédie, s'inscrire à une école où on apprend tant de choses de tant d'autres vies. Et donc, le voyage des Lumières, ce n'est plus le grand tour. Le voyage de la tapis, ce n'est plus le grand tour, c'est un voyage que l'on peut accomplir bien plus tard, pour bien d'autres raisons. C'est un voyage qui nous permet véritablement d'aller à la rencontre de la nature, à la rencontre des sociétés, de se poser des questions, de s'étonner, disons, de la réalité du monde et des sociétés, et de prétendre, par le regard qu'on en rapporte, la transformer. Et on y visite aussi, pas uniquement des monuments, mais des hommes et des femmes célèbres, que ce soit des comédiens, que ce soit des gens de lettres comme Voltaire. Absolument. Et là, il y a une grande reconfiguration aussi, si vous voulez, parce que le grand tour aristocratique, c'était un grand tour qui était fondé sur une forme d'entre-soi. On allait chercher des alter ego par-delà les frontières. Hein. Les nobles français allaient voir des nobles italiens, etc., s'inscrire dans des sociabilités bien définies. Au XVIIIe siècle, tout cela continue à exister, mais il y a une reconfiguration qui pousse les voyageurs à aller rencontrer des personnes célèbres, des figures publiques, comme le dirait l'historien Antoine Lilti, qui ne sont pas simplement des célébrités compte tenu de leur naissance, mais compte tenu de leur talent. Et là, on en a dans les éphémérides de voyage de la tapis deux très beaux exemples. Le plus beau et le plus célèbre étant sans doute sa visite à Voltaire, qu'il accomplit en 1777 au retour de son voyage d'Italie. Hein, Voltaire est exilé, si l'on peut dire, ce long exil politique, qui est aussi un exil stratégique dans la ville de Ferney. Il est en 1777, je dirais à la veille ou à l'avant-veille de mourir. La tapis le rencontre à ce moment-là et il décrit cette rencontre avec Voltaire qui dit cette fascination pour les grands hommes mais aussi les grandes femmes qui prétendent
transformer là aussi la société et œuvrer en faveur du bien public. Donc on a véritablement là aussi une reconfiguration dans les sociabilités du voyage. Et quand il est à Londres, je crois qu'il va voir un comédien aussi. Il va voir Garrick évidemment, qui est c'est le Brad Pitt de l'époque, ouais, ça, Garrick. C'est-à-dire c'est quelqu'un que tout le monde connaît, dont tout le monde connaît, enfin tout le monde. En tout cas la bonne société connaît son effigie. On va à Londres explicitement pour le voir. Et d'ailleurs ce qui est intéressant chez Latapy, c'est que il va voir Garrick sur scène évidemment, il va le voir chez lui. Il veut presque le toucher pour essayer de comprendre les sources de son génie dramatique. Il va voir Franklin évidemment également. Il assiste à des expériences auprès de Franklin. Donc il y a cette sociabilité qui se reconfigure. Et puis on est quand même évidemment dans un monde qui n'est pas simplement figé sur les élites de la naissance, mais sur les élites des talents. Mais il y a aussi une nouveauté qui est très forte dans le voyage et qu'on le voit très bien chez Latapy, c'est que il cherche aussi à aller vers ce qu'on appellerait aujourd'hui, ou à comprendre en tout cas ce qu'on appellerait aujourd'hui les couches populaires. C'est-à-dire que ce peuple que l'on prétend éclairer sans toujours le fréquenter, sans toujours le comprendre, un certain nombre de voyageurs s'attachent à le côtoyer, à comprendre s'il est ou non heureux. Et Latapy le fait d'une manière d'autant plus scrupuleuse qu'il est en fait envoyé en Italie comme inspecteur des manufactures. Et donc, il s'agit d'aller faire en quelque sorte une sorte d'espionnage industriel. C'est pour ça qu'il est payé d'ailleurs, parce que ça coûte très cher d'aller en Italie. Et donc, Truden de Montigny, le directeur du Trésor, du Bureau du Commerce, plus exactement, lui donne un certain nombre des subventions pour aller explorer les manufactures, les fabriques. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.